Quand tu vas sur LinkedIn, on voit que tu es expert en neurosciences et stratégie cognitive. Finalement, ça veut dire quoi? Comprendre l'origine de tout ce que l'on fait. Ça veut dire qu'on vit dans un imaginaire, dans un monde irréel. Je ne dis pas qu'il n'y a rien autour de nous. Qu'est-ce qui est concrètement à l'extérieur, j'en sais rien. Et ça, je crois que ça a été la plus grosse découverte en 20 ans. Quel jeune homme t'étais à l'époque? Je me demandais ce que j'allais faire de ma vie et j'avais pas compris qu'elle avait déjà démarré. Tu es né comme ça? Tordu, ouais. Et quand j'ai présenté ça au professeur, ils m'ont dit mais attends, c'est vachement bien, ça serait bien ça que tu nous le présentes en conférence. Puis je commençais à avoir une première demande ensuite par la direction générale pour l'armement. Je séchais les cours pour être en même temps prof vacataire. Et là, t'avais quel âge? 19-20 ans. Ne plus être dupe de phrases pourries qu'on nous a répétées en boucle quand on veut, on peut, c'est faux. Mais alors c'est totalement faux. Est-ce que ça veut dire qu'on peut reprogrammer son cerveau? Oui, bien sûr. Mon invité aujourd'hui est Guillaume Athias, expert en neurosciences et sciences cognitives, et l'auteur du livre L'influence cachée de notre cerveau. Dans cet épisode, découvrez comment Guillaume a bousculé les codes des neurosciences pour les rendre plus accessibles et compréhensibles par tous. Alors, si vous êtes prêts à voir ce qu'il se cache derrière vos choix, restez avec nous. Bonne écoute! Quand tu vas sur LinkedIn, on voit que tu es expert en neurosciences et stratégie cognitive. Finalement, ça veut dire quoi? Si je le savais moi-même. Concrètement, ce qui est derrière, c'est comprendre comment les individus perçoivent leurs environnements et comment ils déclenchent une réponse d'adaptation à cet environnement. Et c'est finalement comprendre l'origine de tout ce que l'on fait. On réagit en fait en permanence à nos environnements. Et ça, c'est mon job. Comprendre comment on perçoit et comment on s'adapte. Alors après, il y a deux termes dans le titre. Il y a neurosciences, il y a sciences cognitives. Et ça vient de mon parcours où j'ai pu travailler à la fois côté médecine, neurosciences, étudier de ce côté-là, et en même temps à travers tout l'univers des sciences cognitives. Et ce sont deux mondes très 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 différents, parce qu'ils ne travaillent pas sur la même chose, et en les réunissant, ça nous a permis de pouvoir développer et créer un modèle de compréhension des adaptations qui n'existait pas jusqu'alors. Et si tu devais définir les deux, neurosciences et sciences cognitives, en quelques mots, c'est quoi? En quelques mots, il faut faire des grandes familles, mais en gros, dans les sciences cognitives, on va s'intéresser à la façon dont le cerveau traite les flux d'informations. En neurosciences, on va surtout s'intéresser à la structure qui supporte les flux. Et c'est pour ça que ça devient super intéressant de comprendre cette complémentarité. C'est que si on veut comprendre les flux, il faut comprendre les structures. Si on veut comprendre les structures, il faut comprendre les flux. Et là, en réunissant les deux, ça nous permet d'avoir une vision transversale très forte, et donc d'avoir un modèle d'application qui va être très puissant derrière. J'ai vu que tu t'étais lancé sur que t'étais rentré dedans dans la marmite neurosciences il y a 20 ans. Ouais, ça passe vite. Hein. C'est beau, ça passe super vite. Et moi, j'ai une question qui me titille, c'est quel jeune homme t'étais à l'époque? Oula. Quel jeune homme j'étais à l'époque. Il y a une phrase qui revenait très 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 souvent. Cherche pas, c'est Guillaume, c'est que j'avais toujours des questions les plus tordues possibles et imaginables. J'ai passé ma vie, et d'ailleurs c'est toujours le cas, à me poser des questions que généralement personne ne se pose. Et ça arrivait assez spontanément, comme ça, dans une conversation. Si l'eau s'évapore à 100 degrés, comment se fait-il que quand je sors de la douche, l'eau s'évapore mais je suis pas ébouillanté? Tu vois, et ça typiquement, c'est le genre de truc, on dit, ouais, je cherche pas, c'est Guillaume. Ça. Et d'ailleurs, par rapport à cette question, j'ai découvert à ce moment-là le principe de tension de surface. Petit à petit, en fait, ça m'amène à explorer et à découvrir des choses inattendues, inhabituelles. Tiens, d'ailleurs, je dois l'avoir en livre de chevet. Bah tiens, regarde, tu vois, je l'ai, il est ici, voilà, en livre de chevet. Mais qui mange les guêpes? Mais qui mange les guêpes? Ah oui, effectivement. Tu vois, et c'est plein de petites questions qu'on se pose jamais, et j'adore ça. Et j'ai toujours été comme ça. En fait, tout est interconnecté. Et souvent, en fait, je pop sur des questions, on me demande quelle est l'interconnexion entre ça et ça. Et moi, ce qui m'anime, c'est de créer des liens, de comprendre les interdépendances. Et en comprenant les interdépendances, on comprend mieux ce qui se passe. Quand je regarde un ciel, par exemple, là, pas de bol, j'habite du côté de Bordeaux, il fait pas très très beau là. Je vois pas juste des nuages. Je vais essayer de comprendre la forme des nuages, le style des nuages. Pourquoi? Parce que le style de nuage va dépendre de la pression, de la température, des vents, et donc de la température qu'il fait, et donc tu vois, et tout est en lien comme ça en permanence. Et c'est ces liens-là, moi, qui m'animent. Tu es né comme ça? Tordu, ouais. Dans le sens, est-ce que c'est quelque chose qui se cultive ou c'est quelque chose que tu as directement à la naissance? Cette curiosité folle. Je ne saurais pas te dire si c'était présent ou pas au départ. J'ai toujours été hyper curieux et j'ai reçu une éducation liée à la curiosité. Un cadeau que m'ont fait mes parents très tôt, c'est des gros volumes d'encyclopédie. Tu ouvres, tu prends un mot au hasard et après tu découvres dans la définition qu'il y a plein de choses que tu ne connais pas ou que tu crois connaître, mais est-ce que tu es sûr de les connaître?
Et donc tu valides un autre mot et tu vas chercher dans le dictionnaire qu'est-ce qu'il veut vraiment dire. Et tu vois, et en fait je faisais des voyages encyclopédiques. Je passais d'un mot à un autre, d'un article à un autre, d'un truc que je connaissais pas à un autre. Il y a une grosse part du bain socio-éducatif qui m'anime et qui me donne envie, et ce qui fait que après naturellement tu le cultives, c'est pas une contrainte, c'est un plaisir. À Noël, pour une fois je me suis fait couler un bain. Tu dis, tu le moment de détente, un bain, ah oui, le calme, avec une thèse. Pour certains, lire une thèse, c'est chiant. Moi, c'est un moment de détente. J'avoue, c'est pas mon moment de détente de lire une thèse. Le bain, pourquoi pas, mais lire la thèse, un peu moins. Ça dépend du sujet, mais bon. C'est ça. Et donc, tes parents, c'était des scientifiques ou pas spécialement ? Non, plutôt. Alors ils ont toujours été dans le domaine de la santé. Ma mère était anciennement infirmière au bloc. Mon père est kiné, était kiné, ostéo, préparateur physique, prof de sport, tous les cours de bioméca, etc. J'ai toujours bossé, baigné dedans. J'étais dans le cabinet d'ostéo de mes parents à comprendre. Du coup, il y avait une structure squelettique, à comprendre les os, les ligaments, les muscles, les systèmes circulatoires. Il y a un bouquin qui me terrorisait quand j'étais gosse. C'était le Larousse des maladies, qui était absolument pharaonique. Quand tu le lis, tu te demandes comment t'es encore vivant. Donc j'ai toujours baigné plus ou moins dans le rapport au corps, mais en même temps dans un bain entrepreneurial, parce qu'ils avaient leur entreprise. Donc finalement c'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui dans ce que je fais. Alors, on est toujours dans le rapport à l'humain, la compréhension de l'humain, mais avec aussi une vision très entrepreneuriale, très pragmatique dans l'applicabilité. Et comment tu as découvert les neurosciences ? C'est très géographique. En fait, il se trouve que j'étais en seconde, dans une structure un peu particulière où on avait cours que le matin. Et quand tu te poses, quand tu prends vraiment conscience que tu fonctionnes pas comme les trois quarts de tes amis, que tu te poses 40 000 questions que personne se pose, tu en viens à te demander un peu comment tu réfléchis, comment tu penses. Et il se trouve que la porte d'en face du lycée où j'étais, c'était les facultés de sciences cognitives de Bordeaux. Et j'ai découvert que je pouvais me taper l'incruste dans les cours d'amphi, dans les cours magistraux. Ce qui fait que le matin, j'étais en seconde, et à 12h01, je traversais la rue comme un V2 pour aller dévorer tout le contenu académique qui était de l'autre côté du trottoir, et c'est comme ça que j'ai découvert les sciences cognitives. Et c'est ce que j'ai toujours aimé, c'est être un électron libre là-dedans, donc de pouvoir vraiment y aller au gré de mes envies, pour pouvoir combiner petit à petit une compréhension globale. C'est se trouver vraiment de façon très géographique, j'avais 16 ans à l'époque, et une opportunité géniale de pouvoir le faire. Et est-ce qu'il y a eu un événement marquant qui t'a fait basculer en te disant je vais en faire mon métier ? Non, c'est venu petit à petit en fait. C'était vraiment de la curiosité à l'état pur. Et puis c'est une fois que donc j'étais pris, même si j'étais en électron libre, j'étais quand même après guidé par des professeurs, parce que j'ai fini par me faire choper dans les amphis. Donc j'ai quand même été derrière guidé par des professeurs qui en gros me donnaient des listes énormes de bibliographie à avaler. Après je pointais du doigt dans les modèles parce que je faisais de la modélisation systémique. Et puis en allant comme ça d'électron libre en électron libre, ils m'ont aussi connecté côté médecine pour faire tout ce qui est neuroanatomie fonctionnelle, biochimie et j'en passe. Et à un moment donné j'ai réussi à réunir les deux, mais c'était vraiment de la curiosité, parce qu'il faut savoir que les protocoles de recherche en neurosciences et les protocoles de recherche en sciences cognitives sont très très différents. Donc c'est très difficile de les réunir. Et en fait, à force de bosser, ça a pris à peu près 9 mois, de pouvoir faire la jonction entre les deux, et ça a donné un truc qui était vachement sympa. Et quand j'ai présenté ça aux professeurs, ils m'ont dit « Mais attends, c'est vachement bien, ça serait bien ça que tu nous le présentes en conférence. » Cool. Donc du coup, j'ai fait une conf dessus. Ça m'a plu, c'était chouette. Bon, ça a été un peu un tollé la première, mais... Au bout de 2-3, c'était rodé, j'aimais ça, donc ça a continué. Et puis je commençais à avoir une première demande ensuite d'application qui a été sollicitée par la direction générale pour l'armement. Donc je séchais les cours pour être en même temps prof vacataire, et puis j'ai adoré. Et puis de demande en demande, ça s'est fait petit à petit. Alors qu'en même temps, je me rappelle à l'époque que je me demandais ce que j'allais faire de ma vie, et j'avais pas compris qu'elle avait déjà démarré. Et là, t'avais quel âge ? 19-20 ans. Ok, donc en 3 ans, 3-4 ans, t'as eu le temps d'avoir de découvrir le métier et d'en faire un métier finalement. Ouais, mais c'est venu sans le chercher en fait. Et bien évidemment, 3-4 ans, on n'a pas un niveau d'expertise de fou, mais des modèles et des façons de réfléchir, d'aborder les choses qui étaient singulières. Certainement parce que j'étais un électron libre, justement. J'étais pas formaté par un mode de pensée. Ce qui nous permettait de faire des progrès énormes. Et ce qui était génial, c'était de mesurer l'impact de ce qu'on faisait. Et c'est parce que l'impact était vraiment impressionnant que ça a fonctionné après du bouche à oreille. Où je me rappelle, il y a 20 ans, on me disait « Je comprends rien à qui vous êtes, je comprends rien à ce que vous faites, par contre, venez le faire chez moi. » Bon, d'accord, je viens. Et ça s'est fait comme ça petit à petit. Et après, avec le temps, avec l'expérience, et puis je continue. Ça fait 20 ans que je continue à me former, à absorber, à apprendre, parce que ce sont des univers absolument gigantesques. Là, oui, petit à petit, l'expertise se construit. Elle se construit avec le temps. Je pense pas qu'on sorte expert au bout de 3-4 ans, et encore moins quand on sort juste des livres, quoi. Oui, et puis surtout qu'à l'époque, c'était, j'imagine, hyper scientifique. Enfin, c'était un cercle très fermé, non ? Ouais,
En fait, les neurosciences et les sciences cognitives, tout le monde s'en foutait, à part les universitaires. Je me rappelle d'une boîte, je me pointe, on m'a recommandé le dirigeant ok, qui êtes-vous? Je dis bonjour, qui est Mathias? Moi je travaille dans les neurosciences et les sciences cognitives appliquées. Il me dit, c'est bien, félicitations, vous êtes jeune, mais on n'est pas malade. Et là je me suis dit, waouh, ça va être long. C'était absolument pas démocratisé, c'est-à-dire qu'on considérait que les neurosciences et les sciences cognitives ne pouvaient avoir qu'une application médicale. Ce sont des domaines de sciences qui se développent à travers la compréhension des pathologies cliniques. Mais la compréhension qu'on en a, on peut l'appliquer, et on le voit bien, à plein d'autres choses qui sortent du domaine du médical. Et que ce soit dans la sphère personnelle, le développement personnel, ou que ce soit dans la sphère entrepreneuriale, avant tout, on parle de l'humain. Et la compréhension du fonctionnement de l'humain a des domaines d'application qui dépassent très largement la pathologie clinique. D'ailleurs, moi, je ne suis pas formé pour faire de la pathologie clinique. Je suis formé et mon expérience s'est développée sur l'application dans le monde principalement de l'entreprise, mais également dans le développement humain. Donc, ça veut dire que tu as compris que tu allais faire ton métier au moment où tu t'es rendu compte que c'était du chinois pour beaucoup de monde ? Ouais, en fait, c'est les demandes. C'est les demandes. En fait, les demandes étaient relativement simples. Les premières demandes, c'est comment j'engage mes équipes, comment j'augmente mon chiffre d'affaires, comment je vais faire de la stratégie de vente, comment je peux faire de la stratégie de recrutement, comment je peux faire de l'engagement managérial. Mais les gens ne pensaient pas qu'on puisse l'aborder à travers les neurosciences et les sciences cognitives, que ça ait vraiment une énorme force d'impact dedans. Donc eux, ils me faisaient une demande classique, sauf qu'ils découvraient que moi, je l'abordais à travers les neurosciences et les sciences cognitives. Et souvent, ils le découvraient parce qu'on on enchaînait les success stories en fait au départ. En quelques mois, on arrivait à avoir des résultats de dingue qu'ils n'arrivaient pas à avoir depuis 3, 4, 5, 6 ans. Et en quelques mois, on arrivait de suite à déclencher ces actions-là. Donc finalement, les gens s'en manquaient un petit peu de savoir que c'était des neurosciences ou des sciences cognitives. Ce qui les intéressait, c'est de voir que ce que l'on faisait était super efficace. Et donc le bouche à oreille a fonctionné et c'est comme ça que ça s'est développé, bien avant qu'il y ait cet effet de mode, de popularisation qu'on a pu voir apparaître il y a 10-12 ans des neurosciences. Et tant mieux, au moins maintenant ça s'est popularisé et on arrive moins comme des extraterrestres. Mais voilà, et donc ça s'est fait vraiment de fil en aiguille, petit à petit en fait. Quand tu commences à avoir des clients, il faut que tu montes une structure, ça devient ta première boîte. Tu sais pas du tout comment on gère une boîte, comment ça marche, puis j'y allais, avec toute l'insouciance que tu peux avoir à 20 ans, quoi. Donc à 20 ans, tu as créé BMO ? Les premières versions, ça s'appelait pas BMO, mais il y avait déjà les modèles de BMO qui étaient déjà déposés. On avait déjà déposé l'approche, parce qu'elle était vraiment très singulière, donc ça c'était à protéger. Je sais plus comment s'appelait ma toute première boîte. Je me demande si c'était pas Optimum Conseil ou quelque chose comme ça. Ça s'est fait parce qu'à un moment donné, il faut que tu poses un truc et il te faut un nom. Allez, on optimise, Optimum, on fait quoi du conseil? Allez, Optimum Conseil. Ça a dû se faire à peu près comme ça, si tu veux. Ok, et quand tu dis on, tu parles de qui exactement? Maintenant, on est toute une équipe. Ça s'est développé et à l'époque c'était des personnes qui m'aidaient, qui gravitaient autour de moi, qui me filaient des conseils, j'ai toujours parti du principe que si on veut avancer et qu'on veut avancer bien, il faut savoir s'entourer de gens qui ont déjà fait ce chemin-là. Et à 20 ans, mes amis ils avaient 40-50 ans pour la plupart. J'ai mes amis très intimes, très, très forts, mais la plupart des gens avec qui je gravitais dans la sphère entrepreneuriale, ils avaient tous 40-50 ans et quand je dis on, je l'ai pas fait seul, même si j'étais seul représentant légal, je l'ai pas fait seul. Il y a plein de gens qui gravitaient autour de moi, qui me donnaient plein de conseils, parfois qui s'opposent. 40 fois on m'a dit fais pas ça, tu vas te vautrer. 40 fois j'y suis allé, des fois je me suis vautré. Mais voilà, apprendre, écouter, absorber, appliquer et apprendre après petit à petit par soi-même, quoi. Il y a une personne qui t'a particulièrement marqué? Il y a une rencontre qui m'a vraiment marqué, c'est avec Philippe Bourguignon. Philippe Bourguignon, c'est un bonhomme qui vendait des pizzas surgelées en porte-à-porte en Allemagne et qui était le top vendeur de la boîte. Et un jour, le patron de ce bonhomme l'a foutu à la porte en lui disant « T'as rien à faire chez moi, t'as une vie à construire, je te vire. » Alors qu'il était top vendeur de la boîte. Le bonhomme en question, ensuite, il est reparti, je te fais une version courte, mais il est descendu du côté de Marseille et il a rejoint des amis qui avaient une idée assez originale. Ils achetaient des terrains en périphérie de ville sur lesquels ils bâtissaient des hôtels et après ils jouaient sur la croissance de la ville pour que ça soit englobé dedans. Et plus tard, ça a donné le groupe Accor. Petit à petit. Et donc lui, il a développé Accor en Asie, il est revenu en France. Ensuite, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est passé D'abord, il est parti chez Walt Disney. Walt Disney, ensuite, il a monté Euro Disney. Après de Euro Disney, il est passé chez Club Med. Et puis après, il a continué sa vie. Et j'ai eu l'occasion, il a écrit un bouquin, je crois que ça s'appelle
Hop, H-O-P, je crois. Un jour, il venait sur Bordeaux pour faire une présentation de bouquin, et la communication s'est pas faite, je me suis retrouvé tout seul dans la salle. Et dans son bouquin, à un moment donné, il raconte dans son parcours de vie qu'un jour, il s'est pointé, ils ont été 4-5 étudiants à se pointer à un cours de philo, et le prof de philo a dit, vu qu'il n'y a pas la classe, si vous voulez, on va aller prendre un café, on va discuter ensemble. Et je lui ai rappelé ça dans son bouquin en disant, je suis seul dans la salle, à l'image de l'élève que vous étiez avec le prof de philo, est-ce qu'on peut aujourd'hui aller prendre un café ensemble? Et donc il a accepté, on a passé 2 heures à discuter, et j'ai adoré les conseils de ce bonhomme. Sa vision, ce qu'il conseillait, et je lui ai dit, voilà, je suis un très jeune entrepreneur, qu'est-ce que je peux faire? Quelle serait la bonne stratégie pour vous à mettre en place? Et là, il m'a dit, il y a 2 choix de vie. Soit vous essayez de rentrer dans un grand groupe, et là, d'entrée de jeu, si vous êtes pris, vous aurez un salaire confortable, il y aura une certaine sécurité, vous aurez des avantages, il y a des CE, mais vous aurez une marge de progression qui n'est pas forcément évidente en interne. Ou alors, vous croyez en vos idées, vous croyez en votre capacité à entreprendre et vous créez la société, l'entreprise, ou vous intégrez une très 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 jeune boîte, avec toute la prise de risque, tout le travail que ça nécessite, mais par contre, si ça marche, vous allez automatiquement grimper avec la boîte. Ces 2 stratégies de vie, ça va dépendre de votre tempérament, de ce que vous avez envie, du besoin de sécurité que vous aurez, mais ça, c'est à vous de choisir. Et ça m'a vraiment posé là, à me poser la question, qu'est-ce que je veux faire? Et je me suis dit non, je crois vraiment en ce qu'on a développé. De toute façon, je ne peux pas ne pas y croire quand on voyait les résultats explosifs qu'on avait. Donc c'est ça va être ça ma stratégie de vie. Je crois que c'est là que se fait vraiment le point de turn qui m'a vraiment marqué. Est-ce que tu as été ton propre cobaye vis-à-vis de tes connaissances sur le cerveau? Oh que oui. J'en porte tous les jours des séquelles. Je teste plein de choses. J'aime bien en plus aller tester un peu les limites des choses. Donc je me suis cramé bien comme il faut 2-3 fois. Ça permet de mieux comprendre, de mieux sentir la théorie. Et de toute façon, quand tu... Dans le métier que je fais, qui est la compréhension du fonctionnement du système humain, t'es un système, toi-même un système humain, et tu ne peux que te poser des questions sur toi-même au fur et à mesure où tu découvres les choses. Je suis toujours un sacré le cobaye crash test de ce qu'on teste. Oui, je suis en première ligne. Ouais. Tu peux nous donner des exemples? Par exemple, là, tu vois, là, j'ai une bague, alors c'est pas une bague classique, je sais pas si on le verra à la caméra, c'est une bague qui s'appelle Oura Ring, qui est truffée de microcapteurs, et donc ça nous sert à faire de la gestion de nos ressources physiologiques, parce que pour s'adapter à un environnement, il nous faut de l'énergie, et notre corps produit nous-mêmes l'énergie. Et donc il y a des tonnes et des tonnes de choses qui sont théorisées pour le sommeil, pour l'alimentation, pour la respiration, pour le... Ok, c'est super toutes ces théories, mais maintenant qu'on synthétise tout ça, on en définit un modèle simple, applicable, mais il faut le mesurer. Et donc systématiquement, je me l'applique, j'ai mes métriques, j'ai mes mesures, donc la bague, ce n'est qu'un des capteurs, et je regarde ce qui se passe concrètement. Après, on va le faire sur un panel plus large d'individus, on va collecter la donnée, parce qu'on fonctionne tous un peu différemment, et après, on commence ensuite à le théoriser et à le transmettre aux autres. Mais le premier des cobayes... Et en 20 ans d'expérience, c'est quoi ta plus grande découverte? C'est qu'on ne vit pas dans ce qui est autour de nous, on vit dans notre tête. On ne peut vivre que dans ce qui existe dans notre tête. Et vivre vraiment cette notion, alors c'est très j'ai adoré quand Matrix est sorti, parce que, un blockbuster qui parlait des théories, si tu veux. Mais on vit vraiment dans une matrice. Et c'est de pouvoir prendre conscience et toucher du doigt cette matrice tous les jours. Et de comprendre qu'on est dans une matrice, et quand tu comprends cette matrice, ce qui existe en réalité dans ta tête, et que tu comprends comment elle se crée, tu peux la modifier. Et c'est d'en faire l'expérience tous les jours, et je crois que c'est vraiment la plus grosse découverte. C'est de prendre conscience qu'on ne vit pas dans ce qui est autour de nous, mais vraiment dans ce qui existe dans notre tête. Donc ça veut dire qu'on vit dans un imaginaire, dans un monde irréel? Alors, ça serait trop simple. Il y a ce qui est autour de nous, qui vont amener des flux de perception, et amener une création dans notre tête. Je ne dis pas qu'il n'y a rien autour de nous. Il y a un énorme bain d'informations. Il y a des milliards et des milliards et des milliards d'informations autour de nous. Il y en a 11 millions qui vont être perçus chaque seconde par notre cerveau. Et notre cerveau va venir les traiter et emporter une infime partie à notre conscience pour lui créer sa réalité. Et c'est dans cette réalité-là qu'on vit, qui nous amène à interagir avec ce qui est à l'extérieur. Par contre, qu'est-ce qui est concrètement à l'extérieur? J'en sais rien. Je suis incapable de te dire ce qui est concrètement à l'extérieur. Et c'est cette interaction entre ce qui est et l'imaginaire qui est dans ma tête qui me permet cette adaptation. Et en modifiant ce qui est dans notre tête, on modifie l'interaction qu'on a avec ce qui est. Et ça, c'est une mécanique. Au départ, c'est très théorique. Et petit à petit, tu la rends tangible. Tu la conscientises réellement. Tu la vis réellement. Et ça, je crois que ça a été la plus grosse découverte en un temps. Et c'est ce que tu essayes de partager à travers BMO?
Oui, en fait, ça c'est une prise de conscience, mais c'est pas le facteur de transformation. Le facteur de transformation, et ce qui fait toute la force, c'est que de fait, on n'agit pas par raison. Ce qui nous pousse à agir, à nous adapter, c'est la création d'états de tension en nous. Lorsqu'on perçoit notre environnement, notre cerveau, en fait, a 2 temps décisionnels, et il va traiter d'abord les flux perçus, ce qui va déclencher en nous des états de tension et qui nous mettent en mouvement. Et ça, il faut entre 40 et 230 millisecondes pour le réaliser. Et dans un deuxième temps, il va y avoir une conscientisation et la création d'une raison. Or, toutes les approches empiriques qu'on utilise travaillent que sur la raison. Nous, on travaille sur le premier temps décisionnel, qui est l'état de tension. Et on apprend aux gens à venir jouer vraiment en plein cœur du cerveau humain, dans ce laps de temps des 40 à 230 millisecondes, qui crée les états de tension, qui crée réellement la mise en mouvement des individus. Ça, c'est le principe très très fort qu'on enseigne au sein de BMO. Et c'est pour ça que nos approches sont aussi puissantes. Et si on revient sur ta plus grande découverte, sur le fait que c'est de vivre dans sa tête, c'est quoi les apprentissages qui en découlent ? Déjà d'être hyper tolérant vis-à-vis des autres et respecter vraiment la vision des autres. Arrêter de croire à l'illusion de la vérité. Il n'y a pas une vérité avec un grand V. Il y a 8 milliards de vérités. Il y a autant de vérités que d'individus qui sont là pour se la créer. C'est de ne plus être dupe de phrases pourries qu'on nous a répétées en boucle. Quand on veut, on peut. C'est faux. Mais alors c'est totalement faux. Quand une fois que tu comprends les circuits de mise en mouvement des individus et que tu comprends les voies neuronales, etc., tu peux démontrer clairement que c'est faux. Ça ne veut pas dire accepter de ne rien faire. C'est d'avoir des vrais leviers d'action du coup. Quand on comprend ces mécanismes-là, d'agir vraiment sur les mécanismes pour arriver véritablement à faire quelque chose, c'est déjà pas mal. Quel lien tu fais avec la prise de décision ? En fait, notre cerveau prend en moyenne 35 000 décisions par jour. Et qu'est-ce que c'est qu'une décision ? C'est à chaque fois que notre cerveau doit déclencher une réponse d'adaptation à quelque chose avec une pluralité de choix. Si par exemple je voulais couper mon micro ou couper le son de mon micro, soit j'enferme mon micro dans la main, soit je vais pouvoir appuyer sur le bouton pour couper le micro. Ça, ce sont des décisions. Et notre cerveau en prend en moyenne 35 000 par jour. Il faut savoir qu'on n'a conscience que de 0,26% d'entre elles. Donc on ne conscientise qu'une infime partie de ce que l'on fait. Et nous, on vient travailler sur ces 0,26%, oui, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est les 99,74% qui échappent complètement à notre champ de conscience. Et donc, le pont avec les décisions, c'est que ces états de tension, en réalité, sont des décisions de notre cerveau. D'où le fait qu'on vit dans notre tête. On vit dans notre tête, qu'après on va rationaliser, on rationalise d'une certaine manière. Non, mais j'ai craqué là sur le carré de chocolat, mais ça c'est anecdotique, j'étais fatigué, et puis de temps en temps, il faut bien savoir se faire plaisir un peu. Ça, c'est une rationalisation. Et j'ai l'impression d'avoir décidé. Donc là, mon cerveau avait créé des états de tension, et j'ai cédé à mes états de tension, et j'ai besoin de leur donner du sens après. Mais si à un moment donné, on veut arrêter de croquer dans les carrés de chocolat, il faut comprendre ce qui crée ces états de tension. Et pas chercher à se raisonner, je ne mangerai pas de chocolat, je ne mangerai pas de chocolat, je ne mangerai pas de chocolat. Ça ne marche pas. Oui, et puis c'est très douloureux aussi. Aussi. Et pourquoi c'est plus difficile pour certaines personnes de prendre des décisions comme... de prendre des risques, je dirais même, comme lancer son entreprise, et d'autres qui voient ça comme une sacrée zone de danger? Parce que ces états de tension répondent à des sensibilités. En fait, on va être plus ou moins sensible à certaines choses, et en fonction de cette sensibilité, il va en résulter des états de tension. Et ces sensibilités sont propres à chacun. Et donc, en fonction de ce que l'individu a en mémoire, en fonction de la sensibilité à certaines formes de stimulation, les états de tension vont être différents, donc les stratégies adaptatives vont être différentes. Qu'est-ce que tu entends par état de tension ? Tu vois, quand tu vois ce carré de chocolat là qui est sur le bord de la table, et il t'appelle, il te dit viens, approche-toi, viens croquer. Tu sens ce qu'on est en train d'essayer de bloquer en se disant non, c'est pas raisonnable. Eh bien, ce que tu es en train de bloquer là, c'est un état de tension. Quand tu veux monter une boîte, tu crois en quelque chose, tu veux monter une boîte, mais tu n'y arrives pas. Tout le temps un truc qui te bloque. Là, tu as 2 états de tension qui s'opposent. Tu as celui qui te dit mais vas-y, monte là, vas-y, va t'éclater, pars à l'aventure, c'est génial. Et tu as un autre état de tension qui dit ouais, mais attention, risque de se mettre en danger quand même. Et puis du coup, si ça marche pas, on fait quoi ? Et puis il va falloir combien de temps pour que ça prenne ? Tu vois, ça c'est un autre état de tension. En fait, on a 2 grandes familles d'états de tension dans notre cerveau. On a les états de tension addictifs, ceux qui nous attirent, qui nous donnent envie de s'engager. Et puis tu as les états de tension aversifs, ceux qui te retiennent, ceux qui veulent combattre ou fuir. Tu vois, on a une opposition en permanence entre ces 2 états de tension. Et ces états de tension vont dépendre des sensibilités de chacun. Et ça a été d'ailleurs nous le gros travail qu'on a fait au sein de BMO, c'est de comprendre dans quelles conditions ces états de tension sont générés,
Et donc on en a identifié 37 en tout, répertoriés, classés. Et quand tu comprends les conditions de ce déclenchement de ces états de tension, tu comprends aussi par là même la sensibilité des individus. Et en jouant avec les sensibilités et les conditions de déclenchement, eh bien on modifie ces états de tension qui vont modifier notre mise en mouvement et notre adaptation. Donc concrètement, si je suis face à ce chocolat et que j'ai connaissance de mon cerveau à ce moment-là et de ce qui se passe, qu'est-ce que ça change ? Croque dedans, mais la prochaine fois, crée d'autres conditions d'environnement qui feront que l'état de tension n'apparaît plus. Comme ? Va faire du sport. Va taper une bonne séance de sport qui va libérer un maximum d'endorphines. Le fait de libérer les endorphines va calmer la noradrénaline et le cortisol. Comme la noradrénaline et le cortisol vont se calmer, alors l'état de tension lié à la dopamine va diminuer. Et celui qui voulait te faire croquer dans le carré de chocolat, c'était l'état de tension lié à la dopamine. On a une baseline, c'est vendre, engager et influencer sans argumenter ni convaincre. Pourquoi ? Parce que argumenter ou convaincre adresse la raison. Mais c'est pas la raison qui nous met en mouvement, c'est les états de tension. Donc si à un moment donné tu es face à un carré de chocolat et tu sens que tu peux pas tenir et résister dans ton carré de chocolat, c'est normal, ce sont tes états de tension qui font ça. Donc on va modifier les conditions qui ont amené cet état de tension et faire en sorte que la prochaine fois que tu passes devant cette table, même s'il y a un carré de chocolat, l'état de tension ne se déclenchera pas. Et donc tu n'auras même pas de questions à te poser, tu diras non, c'est pas le moment. Et tu passeras à autre chose. Plutôt que de vouloir se dire la prochaine fois que je passe devant, il faut que je sois plus fort. Non, tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal et ça sera inefficace. Est-ce que ça veut dire qu'on peut reprogrammer son cerveau ? Oui, bien sûr. La plasticité neuronale, on l'a tout au long de notre vie. Et heureusement d'ailleurs, ces sensibilités bougent en permanence. Alors, ce qui est drôle, c'est que pour des choses positives, les gens n'y croient pas. Par contre, pour des choses négatives, ils y croient totalement. Tu prends un trauma, les gens n'ont aucun problème à comprendre qu'un trauma reprogramme négativement le cerveau. Par contre, ils ont du mal à croire qu'on peut le faire pour des choses positives. Alors que c'est exactement les mêmes circuits. Enfin, c'est les mêmes modes de fonctionnement. Donc oui, un élément traumatique peut reprogrammer le cerveau, et pour le coup, généralement pour des choses qui vont être plutôt aversives, mais on peut aussi les reprogrammer pour des choses qui sont positives. En fait, on a un système éducatif qui nous dit que quand tu as un problème, focalise le problème, résous le problème. Et c'est normal, parce qu'on a appris à raisonner. Ça nous vient des Grecs. On a fait de l'intelligence humaine la capacité de raison. Donc, on doit raisonner comme des bourrins. Oui, mais sauf que c'est pas la raison qui nous met en mouvement, c'est les états de tension. Après, tu pourras leur donner toutes les raisons du monde que tu veux. Et en fait, le changement de prisme, il est là. Et c'est ce qui fait toute la différence et toutes les puissances de l'approche. C'est qu'on arrête de passer comme des bourrins par la raison. Ce qui nous amène à des stratégies de vente. Stratégie, c'est stratégos, c'est la conduite des armées. Punaise, si ça, c'est pas violent. Donc non, plutôt que d'aller faire de la stratégie de vente, apprendre à créer les états de tension qui déclenchent la décision d'achat. Et c'est tellement plus respectueux de l'individu. Et quel lien tu fais avec les émotions ? Eh bien, ces états de tension produisent en toi un ressenti physiologique. Quand tu conscientises ce ressenti physiologique, tu appelles ça une émotion. Tu sais, quand tu as un état de tension, tu sens bien qu'on ressent quelque chose dans le corps. Eh bien, ce ressenti-là, c'est ce qu'on appelle des émotions. Quelqu'un te coupe la parole ou ne t'écoute pas ou se moque clairement de toi, tu vas être vexé si tu veux. En fait, ça, c'est un état de tension aversif. Et ce que tu ressens à ce moment-là, c'est le fait d'être vexé. Quand, à l'inverse, tu as réussi à faire quelque chose, waouh, tiens, on va prendre les hommes. J'aime bien l'exemple sexiste, comme ça, il marque bien les esprits. T'as le bonhomme qui a réussi à poser une étagère Ikea, c'est-à-dire en gros 2 équerres et une planche. Un homme fort. Chérie, et qui est l'homme à la maison, oui, c'est moi, c'est ton doudou. C'est quoi ? C'est de la fierté. C'est un état de tension, en fait, cette fierté. C'est un shoot de sérotonine qui produit un ressenti physiologique que l'on appelle fierté, quand on le conscientise. Avant de continuer, j'ai un cadeau pour vous. Je le répète constamment, la performance, elle commence d'abord par vous. Alors j'ai créé un autodiagnostic qui met en lumière vos angles morts et qui va vous permettre de prendre du recul. C'est pas juste une énième vidéo à regarder, l'idée c'est vraiment de vous aider à devenir le leader que vous souhaitez être, d'abord pour vous, puis pour vos équipes. C'est offert, vous avez juste à cliquer sur le lien en description, j'espère que ça vous plaira. Dans ta formation, tu dis souvent qu'on est notre propre frein. Est-ce que ça veut dire... ennemi, ouais. Notre propre ennemi, ouais, j'avoue, je l'ai traduit en frein. Est-ce que ça veut dire que notre cerveau nous sabote ? Ça ne veut pas dire qu'il nous sabote. En fait, c'est très difficile de faire confiance à la conscience. Parce que notre conscience, ce que l'on conscientise, c'est un mensonge que l'on se raconte à soi-même sur nos états de tension.
Et je dis bien mensonge dans le sens où il n'y a pas de vérité. Si j'ai croqué dans ce carré de chocolat, oui, c'est parce que j'étais fatigué. Mais non, mais pas du tout. En réalité, c'est parce que je suis en tension dopaminergique et que le carré de chocolat, au moment où j'ai croqué dedans, va libérer cet état de tension et satisfaire cet état de tension surtout. Ah, après, que ça soit parce que je suis fatigué, oui, peut-être que j'étais fatigué. Est-ce que c'est parce que j'étais contrarié à 2 heures? Oui, peut-être parce que j'étais contrarié à 2 heures. Peut-être que parce que des fois il faut se faire plaisir? Oui, parce que des fois il faut se faire plaisir. Et en fait, tout ça, c'est faux et vrai en même temps. Mais notre cerveau fabrique du sens, fabrique de la raison. Et en réalité, c'est jamais la raison qu'on s'est donnée qui est réellement à l'origine de notre façon de nous adapter. C'est pour ça que je dis qu'on est notre pire ennemi. C'est pour ça que moi, par exemple, je me prends des métriques en permanence. Par exemple, sur la gestion de mes ressources physio, je ne crois que mes métriques. Parce que mon cerveau, qu'est-ce qu'il me dit? Mais non, tout va bien. Mais oui, tu peux encore faire 2 nuits blanches pour finir ces slides. Mais oui, tu peux. On est en pleine forme. T'as les yeux ici, ben, je suis un peu cerné. Non, je ne crois pas ma raison. Je mesure. Et oui, quand mes mesures me disent l'organisme en carafe, il est grand temps de faire attention à toi, même si je me sens bien, oui, je vais faire attention à moi. C'est pour ça que je dis qu'on est souvent notre pire ennemi. C'est qu'on se fabrique du sens, on se fabrique des raisons, mais qui ne sont pas du tout à l'origine de ce qu'on fait. Ce qui est un sacré avantage dans la communication, notamment en entreprise, de savoir tout ça pour adapter ta communication à tes équipes, par exemple. Non seulement adapter la communication, mais ça, à la limite, c'est la couche de vernis qu'on met devant pour pouvoir créer l'interaction. Mais surtout, quand tu comprends ces mécanismes profonds, créer les bonnes conditions qui vont aller chercher les bons états de tension, qui vont amener la bonne adaptation qui est recherchée. Et qu'elle se fasse naturellement, sans avoir besoin d'argumenter, de convaincre, de batailler, qui, de toute façon, les 3/4 du temps sont voués à l'échec et vont être hyper décevants par rapport à l'énergie qu'on en a mis dedans. C'est comme si tu prenais un robinet d'eau ouvert plein gaz avec une grosse pression, à essayer de faire en sorte que faut pas que l'évier soit mouillé et que tu essayes de jeter en permanence. Ça marche pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ferme le robinet. Ça marche vachement mieux. Tu vois, c'est la même logique. Quand tu as quelqu'un qui se pointe dans le bureau pour dire j'en ai marre, il n'y a rien qui est structuré ici, ça part dans tous les sens, j'en ai vraiment ras-le-bol. Toi, qu'est-ce que tu fais en mode raison? Tu dis ah bon? Ok, on va essayer de mettre en place de l'ordre, de la structure. Mais il me semblait pourtant qu'on avait déjà structuré. Mais non, c'est toujours pareil, ça part dans tous les sens. Et toi, tu vas batailler, essayer de répondre à ça. Mais c'est pas ça le problème. C'est juste que la personne manque de reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'elle est en état de tension sérotoninergique. Elle a besoin de sérotonine. Donc, t'attaques pas à une énième classification. C'est pas ça le problème. Ça, c'est ce qu'elle te dit. Et c'est ce qu'elle croit d'ailleurs. Non, apprends à identifier les états de tension. Tu vois qu'il y a un état de tension sur la sérotonine. T'amènes un contexte qui permet à l'individu de produire de la sérotonine dans cet environnement-là. Et tu verras que le discours se résout par lui-même. Et sérieux, les 3/4 du temps, quand on fait ça, les personnes vont dire « Oh, franchement, il y a encore quelques mois, c'était bien le merdier. Hein, mais là, depuis quelques temps, je trouve qu'on s'est bien amélioré. » En réalité, tu n'as rien changé à l'organisation, rien. Tu as juste changé les conditions dans lesquelles elle va pouvoir satisfaire ses états de tension, et donc elle va rationaliser différemment. Aujourd'hui, en coaching et dans ce qu'on voit beaucoup dans le développement des entreprises, etc., on met beaucoup en avant le sens. Oui. Est-ce qu'il y a un lien direct avec la connaissance du cerveau? Alors, le sens, c'est l'histoire que l'on se raconte. Le problème, c'est que alors attention, phrase compliquée mais importante, l'individu se crée du sens dans un tout cohérent qui le tient. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le sens que les individus donnent à leurs états de tension soit cohérent. Et c'est hyper dur d'être cohérent dans l'absolu. Et ce qui fait que certains individus vont commencer à créer des micro-cohérences individuelles, les capsules de cohérence. Tu vois, plein de petites choses cohérentes en intra. Mais lorsqu'on les réunit, ça ne marche plus. Et là, d'un seul coup, tu as une perte de sens. Et alors là, cette perte de sens va créer des états de tension hyper aversifs à l'intérieur. Quand je te parle de ces micro-cohérences, amusez-vous à faire un petit exercice que j'adore. Demande à un fumeur le matin pourquoi il fume. Généralement, il va te dire « Ah non, moi, parce que moi, bonne clope avec le café, ça me dynamise et comme ça, je suis prêt à attaquer la journée. » Ah, super. C'est hyper cohérent ce qu'il se raconte par rapport à son état de tension. Puis le soir, tu vas le voir, tu dis « Mais pourquoi tu fumes le soir ?»« Ah, parce que moi, en fin de journée, une bonne clope, ça me détend. » Ah. Donc tu es en train de me dire que la cigarette est une substance qui le matin est un stimulant et le soir un relaxant? Ah, tu vois, la cohérence, ça ne marche plus. Qu'est-ce qu'on va faire derrière? Quand on veut travailler sur le sens, on va essayer de trouver un sens qui englobe les deux et qui soit cohérent pour les deux. Et ça, c'est juste le travail sur le sens. On a tous un cerveau qui fonctionne à peu près de la même façon en termes de fonctionnement. Mais on ne processe pas tous tout à fait la même chose.
Si j'entends bien ta question, ce qui est derrière, c'est de prendre l'analogie avec un ordinateur. C'est-à-dire qu'on a tous un hardware similaire. C'est-à-dire qu'on a tous les mêmes fonctions cognitives dans notre cerveau, comme tous les ordinateurs ont un écran, un clavier, une souris, un processeur, une carte mémoire, un machin. On a tous ça, la même chose. C'est juste que par contre, les données qu'on injecte dedans sont différentes pour chacun. Au même titre qu'on va apprendre des compétences dans un ordinateur, ça serait des logiciels. Et donc on va pas tous mettre les mêmes logiciels dans nos ordinateurs. On va pas tous développer les mêmes compétences. Et en plus, dans ces logiciels, on va pas faire circuler les mêmes données. En tant qu'individu, on va pas avoir les mêmes informations, on va pas avoir les mêmes histoires. Et à quel moment connaître tout ça devient de la manipulation? Tout le temps, en permanence, à chaque instant. La façon dont tu tiens ton crayon, le choix du fond d'écran que j'ai pris, le fait que je sois en chemise, le fait que je revendique une chauvitude, tout ça c'est de la manipulation, tout le temps. Manipuler, c'est déplacer avec la main, c'est mettre en mouvement. Or tout ce qu'on fait quand on s'adapte à un environnement, c'est qu'on met en mouvement notre environnement. Donc on manipule tout le temps, à chaque instant. Et alors souvent les gens te disent « Oh, c'est pas bien, vilain, manipulation ». Vilain ? Mais est-ce que tu sais que tu manipules à chaque instant ? Oui, mais j'essaye de... Non, tu manipules tout le temps. Le problème, c'est que tu n'en as pas conscience. Et alors, si tu n'en as pas conscience, comment tu vas agir avec éthique ? Donc le curseur ici, c'est l'éthique. C'est l'éthique, bien sûr. Alors, je suis personne pour définir ce qui est éthique ou ce qui n'est pas, faute de quoi je deviendrai un gourou. Il est hors de question que je sois un gourou. En revanche, tous ceux qu'on forme, on leur demande de toujours se poser la question, est-ce que tu agis dans le respect des autres et de toi-même ? Pose-toi la question. Le simple fait que déjà que tu te poses la question, c'est déjà une première démarche éthique. Si je reviens sur ce qu'on s'était dit au tout début, sur le fait qu'effectivement les neurosciences sont vachement à la mode, c'est quoi l'avenir des neurosciences pour toi ? Déjà, il va y avoir, et on le voit déjà, il commence à y avoir un peu une épuration de tout ce qui n'est pas neuro. On a vu des neuros de tout. Neuroéducation, neuromarketing, neuromanagement, neuro. En gros, ça consistait à apprendre les méthodes de management classiques ou les méthodes de marketing classiques et dire parce qu'on l'a connecté à une activation dans le cerveau, ça devient neuro quelque chose. C'est pas ça les neuro. Ça, c'est une couche de vernis, c'est une couche de marketing. Après, il y a des vraies démarches de fond, il y a des vraies modélisations de fond. Et je pense que l'avenir de ça, on va arrêter de plus en plus à appeler ça neuro. Ça va devenir une dimension automatiquement intégrée dans ce qu'on l'on fait. Et qui va passer par une... Ça nous permet en fait de réaborder toutes nos approches empiriques pour vraiment comprendre ce qui se passe dans l'humain. Et donc, en comprenant vraiment ce qui se passe dans l'humain, à adapter nos outils. Et ça va devenir une dimension quasi systématique. Donc, petit à petit, je pense que le terme de neuro ne va plus être exprimé comme un facteur de différenciation, mais va vraiment rentrer dans les processus de création des outils de demain. Toutes ces approches neurocognitives nous permettent d'être une meilleure compréhension de l'humain et donc une meilleure adaptation de nos environnements au fonctionnement humain. Et le lien avec l'IA, justement, est-ce qu'il y a beaucoup de peur autour de ça ? L'autre jour, j'entendais quelqu'un qui disait que ça allait ramollir nos cerveaux. J'en profite pour te poser la question. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu sais, quand le train a été inventé, les gens ne voulaient pas monter dedans parce qu'ils pensaient que si on allait plus vite qu'un cheval, on mourrait. Lorsqu'on a inventé le métier à tisser, on connaît les grandes grèves et les grandes émeutes que ça a créé parce qu'on pensait que les gens n'auraient plus de travail. Lorsqu'on a inventé la calculette, on pensait que les gens ne calculeraient plus et ne sauraient plus calculer. À chaque fois qu'on a eu une évolution majeure, à chaque fois, et c'est normal, ça génère son lot de craintes. Je ne connais pas état de tension aversive, je le rationalise, bon, il faut que je lui trouve du sens. C'est normal, c'est une réaction adaptative normale. Mais ça ne changera rien, l'IA. Pas sur qui on est humainement. J'ai un bouquin qui est en cours d'écriture, c'est « Être et devenir humain à l'ère de l'IA ». En fonction de la façon dont on se sert de l'IA, c'est peut-être une fantastique occasion de pouvoir devenir profondément humain. Qu'est-ce que tu entends par là ? Je te fais un résumé très très rapide, mais on est ce que l'on fait et on fait ce que l'on est. Si tu demandes à l'IA de faire à ta place, tu n'es plus. Si en revanche, tu demandes à l'IA de t'apprendre à faire, c'est une version augmentée de toi-même. Tout dépend en fait comment on se sert de l'IA. Et c'est vrai que là, il y a énormément d'incertitudes. Alors, je te mets l'IA dedans qui crée de l'incertitude, mais il y a vraiment toute la complexité du monde qu'on a aujourd'hui. Et ce que je remarque à travers mes clients, c'est qu'il y a comme une espèce de paralysie décisionnelle. Plus personne ne prend de décision. Est-ce qu'il y a un lien ? Ouais, c'est ultra normal. Qu'est-ce qu'on appelle complexe ? Le monde était plus simple avant ? Ah bon, tiens, regarde comment fonctionne une feuille d'arbre. Vas-y, regarde, pose-toi, regarde comment fonctionne une feuille d'arbre. La feuille d'arbre, elle est là depuis des millions d'années. Elle est d'une complexité stratosphérique. Le problème, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, depuis à peu près la fin du 18e, début 19e,
On veut se mettre à tout maîtriser, à tout rationaliser. On a tellement cru à cette rationalisation, on a même créé l'homo economicus. L'homo economicus nous définissait comme acteur socio-économique de raison. Et donc on s'est mis à rationaliser nos environnements, rationaliser nos process. Et quand on a un problème dans le process, on rationalise la solution. Oui, mais on n'est pas des êtres socio-économiques de raison. On est des êtres socio-économiques de tension. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on est irrationnel qu'on est illogique. La logique, c'est celle des tensions. Et on demande à nous, êtres de tension, de fonctionner selon la raison. Et donc on tord l'individu. Et à chaque fois qu'on l'a tordu et que ça ne suffisait pas, on rajoute encore de la raison pour le tordre encore plus, et encore plus, et encore plus. Et au bout d'un moment, ça pète dans tous les sens. C'est ce qu'on est en train de vivre. On a voulu tout hyper rationaliser au point où on a tout sclérosé. Par contre, une fois qu'on arrive à comprendre la logique des êtres de tension qu'on est, on peut revenir en arrière, on réorganise nos environnements par rapport à cette logique de tension, et ça fonctionne super bien. Et là, aujourd'hui, avec tout ce que tu connais de toi, de ton cerveau, du fonctionnement humain, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment ? Alors, je pense, et j'en suis même certain, j'aurais fait différemment si, à 20 ans, j'avais les connaissances que j'ai aujourd'hui. Évidemment. Parce que, du coup, j'irais plus loin. Inévitablement. Par contre, est-ce que si aujourd'hui, je pourrais revenir à 20 ans, avec les connaissances que j'ai de 20 ans, et me demander s'il aurait fallu que je fasse différemment? Non. Je suis hyper content, hyper heureux du chemin parcouru, de ce qu'on a découvert, de voir les prises de conscience des individus, de voir les succès qu'ils ont pu rencontrer, et de vivre ça avec eux. C'est fantastique, c'est absolument magique. Et j'ai eu aussi, au début, et puis après, en collectif, plein de moments de doute. Et je trouve que c'est ces moments de doute qui créent la saveur, l'épice, qui fait qu'au moment où tu y arrives, waouh! Je sais plus qui c'est qui disait, à vaincre sans péril, on en triomphe sans gloire. Si t'as pas ces moments de doute, si t'as pas ces moments où tu te dis, oh putain, qu'est-ce qu'on va faire là, ou comment on va s'en sortir de ça, ou machin, le jour où tu y arrives, si c'était juste une suite logique de choses, de cause à effet simple, il n'y a pas de piment, il n'y a rien, il n'y a pas d'épices, il n'y a pas de saveur. Donc non, ça fait partie du jeu et c'est génial. C'est quoi tes prochains enjeux ? Déjà, on passe en version anglaise. Donc là, il y a un enjeu qui est très très fort. Aujourd'hui, on a tout ce qu'on a, on a formé et accompagné un peu plus de 6000 personnes, mais c'était en français. De façon sporadique, on a fait un peu en anglais. Mais là, maintenant, on va développer vraiment le modèle à travers la version anglophone. Donc ça, c'est un enjeu assez important. Et après, nos enjeux, c'est toujours pareil, c'est de perfectionner l'applicabilité, de faire en sorte que les personnes puissent prendre en main le plus rapidement, le plus facilement possible ces nouvelles pensées, ces nouvelles façons d'observer, d'aborder les choses, de transformer les choses. Donc on travaille énormément à rendre ça accessible, très facilement accessible. On est déjà accessible, les gens sont déjà assez surpris de voir à quel point en 40 heures ils arrivent à comprendre des mécanismes vraiment à la base très complexes et comment finalement ils ont réussi assez rapidement à les aborder et à pouvoir mettre en place des choses. Mais notre enjeu, c'est toujours de pouvoir accroître encore cette applicabilité, cette facilité à mettre en œuvre les choses derrière, parce que nous, notre grande mission qu'on s'est fixée, c'est de transformer à la fois l'homme et la société dans le respect des autres et de soi-même. Mais ça serait d'une prétention stratosphérique de croire que nous, on peut transformer la société. Non, on peut pas. En échelle du vie, c'est impossible. Par contre, on peut transmettre ça à un maximum de personnes pour que tous ensemble, on arrive à le faire. Ça, oui. Et notre enjeu, il est là. Tu as d'ailleurs écrit un bouquin, enfin, tu as sorti un livre récemment. C'est quoi l'intention derrière ? Ouvrir une nouvelle fenêtre, un nouvel angle, une nouvelle compréhension, une nouvelle façon de poser un regard sur soi, sur les autres, sur nos environnements. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'influence cachée du cerveau humain. C'est vraiment découvrir le monde à travers les yeux de notre cerveau. Et de prendre conscience que notre cerveau, lui, ne voit pas du tout le monde comme nous. Je suis en train de le lire. Alors, je ne pourrais pas te faire un résumé. Je peux déjà commencer à donner mon avis. Ouais, je suis preneur. Mais pour moi, c'est un mini condensé pour avoir fait la formation. Ça fait longtemps. Hein, ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans. Donc, j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal d'évolutions. Mais déjà, j'ai l'impression que c'est un condensé de ce que moi j'ai vu il y a 4 ans en peut-être plus simple et imagé surtout. C'est ça qui aide. Mais tu vois, ça, c'est le chemin qu'on a parcouru en 3 ans. Parce que forcément, je l'ai écrit, on l'a sorti en septembre, mais on l'a écrit l'année précédente. Et c'est déjà ce travail, tu vois, de ce que toi, tu as vécu il y a 4 ans. Tout ce travail, quand je te disais notre enjeu, c'est vraiment de le rendre applicable. C'est de le rendre plus facilement accessible, que ça soit plus évident pour les gens. C'est à ça qu'on travaille.
Et encore, depuis l'année dernière, on a encore passé des steps, on a encore passé des niveaux, justement, où on a le retour des gens qui nous disent « Waouh !» C'est l'effet « Waouh » hein, qu'on vient chercher, c'est ça qu'on vient chercher. C'est hyper intéressant, ça permet aussi de se remettre dedans tranquillement. Parce que c'est vrai que la formation à l'époque, était intense et riche. Et riche. Donc, du coup, ça permet effectivement de se remettre dedans et c'est vachement bien. Donc, je l'ai en livre de chevet. Alors, je te cache pas que je le lis pas tous les soirs, mais... Quoi Mais j'aime beaucoup. On va travailler les états de tension, là. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas. Petite dernière question pour terminer. Comme je te disais au début, l'idée, c'est de proposer un petit challenge à ceux qui nous écoutent pour appréhender et faire connaissance un petit peu plus avec leur cerveau. Est-ce que tu aurais quelque chose à leur proposer? Ouais. Quand 2 chemins se présentent à vous, prenez toujours celui que vous ne connaissez pas. Parce que si vous prenez le chemin que vous connaissez, vous allez utiliser les fonctions et vos stratégies d'adaptation habituelles, donc vous n'allez rien découvrir. Si en revanche, vous prenez un chemin que vous ne connaissez pas, vous allez devoir découvrir de nouvelles stratégies et découvrir une nouvelle façon que va avoir votre cerveau de fonctionner. Et c'est là qu'on se découvre soi, et c'est là que petit à petit on découvre qu'en réalité on possède toutes les ressources nécessaires pour pouvoir s'adapter quelles que soient les conditions. Et c'est un travail d'exploration à la fois de curiosité du monde et de découverte de soi qui est extrêmement puissant. Donc le challenge que je vous donne, c'est à chaque fois que là vous allez avoir une pluralité de choix et qu'automatiquement, et vous allez voir c'est automatique, on se dit ah bah tiens je vais faire ça parce que ça je connais. Non, dites-vous ah ouais attends, si je fais ça je sais exactement ce qui va se passer. Par contre si je fais ça je sais pas ce qui va se passer derrière. Et c'est cette voie-là qu'il faut prendre. Et amusez-vous à noter vraiment quand vous avez pris une voie que vous ne connaissez pas et que vous avez fait cette démarche-là volontairement, elle ne vous a pas été imposée, c'est vous qui avez choisi de prendre la voie que vous ne connaissez pas. Alors notez-le et découvrez, et notez ce que vous découvrez à ce moment-là. Et c'est un challenge fascinant de curiosité et de rencontre de soi. Petite sortie de zone de confort. Exactement. Bon. Et merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi Marine et merci à tous ceux qui nous écoutent. En tout cas, c'est un vrai plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. Tu le fais très bien en tout cas. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Et je suis aussi très curieuse de savoir comment vous avez géré ce challenge qui a été donné par notre invité. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux avec le hashtag Trouve ton curseur. Et pour être au courant des prochaines sorties, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!